Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, l'entrée de l'Amérique latine dans la guerre froide 1945-1959. On va étudier ce qui s'est passé au Guatemala et la révolution cubaine surtout, qui va être très intéressante à voir. Alors, c'est parti! Alors, on va partir d'un discours, le discours de Truman du 12 mars 1947 en Grèce, la doctrine du containment ou de l'endiguement. Il y a le plan Marshall qui arrive en juin de la même année, le pacte atlantique avec la naissance de l'OTAN, 49-50, le macartisme entre 50 et 53 avec la chasse aux sorcières contre le communisme. Après Truman, on a Eisenhower, président de 53 à 61, son secrétaire d'État John Foster Dulles, va provoquer un mouvement d'apaisement et en même temps une hausse de la lutte contre les communistes. Il va être un petit peu ambivalent. 1953, c'est la mort de Staline, la fin de la guerre de Corée, la fin de la guerre d'Indochine, la fin de la coexistence pacifique. Dulles est un fervent partisan de la lutte contre le communisme, c'est la doctrine du rollback, le refoulement. Pas de rupture nette entre Truman et Eisenhower. En 59, c'est une période de dégel. Dulles est remplacé, il y a un voyage de Khrouchtchev aux États-Unis en septembre 59. Et en juin 1961, il y a le premier sommet Est-Ouest à Vienne. Le Guatemala, première victime du rollback en Amérique latine. Alors au Guatemala, on passe de la révolution au coup d'État. La CIA met fin aux réformes tentées par le gouvernement guatémaltèque, vu par les États-Unis comme une révolution. La situation est archaïque, 3/4 de la population est analphabète. Il y a une grosse pénétration du capital américain avec l'United Free Company dans les années 40. Un premier temps, une révolution assez libérale par Juan José Arevalo, 45-51, élu avec 85% des voix aux élections, avec une constitution de 45, suffrage universel, code sur la terre. Une deuxième phase avec Jacobo Arbenz, 51-54, avec une réforme agraire. Mais c'est pas très radical, car ça ne touche que les terres non cultivées des très grands propriétaires, dont de l'entreprise UFCO, dont les frères Dulles, le secrétaire d'Eisenhower, sont actionnaires. Donc ça touche politiquement et ça touche au niveau du pognon, et surtout au niveau du pognon, ce qui entraîne l'intervention de la CIA. Le parti communiste était très minoritaire, mais on a quand même dit que c'était pour éviter la révolution communiste. Coup d'État mené assez rapidement, en quelques jours, par des troupes formées par la CIA, et dès 1954, le gouvernement est renversé par Castillo Armas. Le parti communiste est interdit, il y a aussi des petits bidouillages au niveau des syndicats, les partis communistes d'Amérique latine sont interdits en général, et le gouvernement va chercher des soutiens via l'Organisation des États d'Amérique, via les voix de l'ONU, de la France et du Royaume-Uni, En échange de ça, on ferme les yeux sur ce qui se passe au canal de Suez, par exemple. On ne pose pas problème. Parce que les autres, ils voulaient intervenir. Mais à un moment, on leur a rappelé, la France et le Royaume-Uni, la situation de pays colonisateurs et tout. Donc, ok, on se tait. C'est l'apogée de la puissance américaine. Maintenant, que faire de cet apogée, de cette puissance? Parce que là, ils sont hégémoniques, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Que faire et qu'est-ce qui va se produire? C'est surtout, qu'est-ce qui se produit? 1959, c'est le démenti cubain. Il y a la révolution cubaine. Batista, qui est à la tête de Cuba de 33 à 44, puis de 52 à 59, dans un contexte de régime démocratique à l'agonie avec une corruption, une division politique, une manipulation électorale. Et dans les années 50, Cuba, c'est le paradis des casinos, du rhum, l'argent de la mafia inonde l'île, il y a de la corruption de l'élite politique, les libertés fondamentales sont supprimées. Quand Batista arrive en 1952, coup d'état militaire, Fidel Castro, un bourgeois blanc, créole, descendant des Espagnols, avocat, se marie avec la fille d'un ministre de Batista. Il fait son éducation à l'université et opte pour la voie armée après l'échec de la voie juridique. Il y a une première attaque à Santiago de Cuba, dans une caserne en 1953, pas de projet politique derrière, c'est un échec. Castro est arrêté, l'histoire m'absoudra, me pardonnera, un mouvement de solidarité à leur égard. Le mouvement du 26 juillet, 2 ans plus tard, amnistié, exilé au Mexique où il rencontre Che Guevara. 2 décembre 56, retour à Cuba, débarquement du Granma. Les États-Unis financent son expédition. Dans le maquis, dans le Sierra Mastra, 80 hommes sur ce bateau débarquent au sud de l'île, mais se heurtent à l'armée de Batista. De nombreux morts, il reste le Che, Raúl et Fidel Castro, qui vont dans le maquis. C'est une époque très médiatisée.
Et il y a beaucoup de photos qui sont faites, une création d'une radio, une révolution mythique avant d'avoir vaincu, hein, les combattants, les Barbudos, c'est quelques dizaines pendant des mois, puis des paysans les rejoignent. Il y a les manifestes de la Sierra Mastra du 26 juillet 57, libéral. Cette révolution n'est pas marxiste au départ, mais libérale, bien que le Che se dise déjà communiste. Ah, il veut des aides sociales, des élections libres, la question de la terre, voilà. C'est vrai qu'ils sont même pas du tout marxistes. Castro, de 57 à 59, ne se dit pas communiste. Il va voir les États-Unis pour une aide financière. Ce qui est la base, hein. Si tu veux faire ta bonne révolution, il faut quand même la moula. 1er janvier 59, l'entrée dans la Havane, effondrement de l'armée de Batista et du régime qui provoque la victoire. Mais c'est pas une victoire militaire, c'est plutôt politique. Alors, la dérive progressive vers l'ouest, on va étatiser les moyens de production avec une nationalisation. Ça va se faire dans les 1 an. Une socialisation de la société. Des tribunaux révolutionnaires sont créés dès 59. Il y a une chasse aux traîtres opposés à la révolution. Il y a des gens qui vont être exécutés. Les États-Unis vont commencer à se dire on va refuser les aides financières. Hein. Castro va récupérer la figure de Martí, un des grands révolutionnaires cubains au moment de l'indépendance de Cuba à la fin du 19e siècle. Donc, vu que Castro n'arrive plus à avoir la moula des États-Unis, il va aller voir l'Union soviétique qui lui donne 100 millions de dollars. Les États-Unis vont décréter l'embargo sur les armes avant qu'il ne devienne total en 1960. Lorsque l'Union soviétique va livrer des armes, Nixon organise l'intervention militaire à Cuba. Kennedy va gagner les élections, il va soutenir le débarquement de la baie des Cochons, ce qui est un échec. Donc Castro va se convertir au marxisme-léninisme. En 62, il y a une adhésion au bloc socialiste. La crise des missiles en 62, ça c'est du classique. Les États-Unis, malgré acceptent qu'une présence militaire autre qu'américaine soit effective à côté des États-Unis. Contraire à la doctrine Monroe, Castro n'est qu'un pion dans les négociations qui se font entre les États-Unis et l'Union soviétique. De nombreux États renouent avec l'Union soviétique, Costa Rica, pays andins. Condamnation de Cuba par l'Organisation des États américains pour cause de marxisme-léninisme. Hein, c'est des rouges, c'est pas bien. Mais en place de mesures d'asphyxie d'économie par les États-Unis. La politique des États-Unis est dominée par ce fait majeur. L'obsession des États-Unis, c'est d'en finir avec Cuba et empêcher la contagion révolutionnaire sur le continent. En conclusion, au début de la guerre froide, tout roule bien. Les États-Unis sont au sommet de leur puissance, ils arrivent à imposer leur vue. Le problème, c'est que Cuba va être un caillou dans leurs chaussures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!